Ok, du coup, ben voilà, bienvenue dans le dojo. Aujourd'hui, donc, nous recevons Delphine Sauzette, qui est animatrice 3D middle chez Double Negative. Donc, je t'en prie, Delphine, présente-toi. Salut, moi c'est Delphine. Je suis animatrice 3D depuis 5-6 ans maintenant. 5 ans. Je viens de déménager au Canada après avoir passé 3 ans en Angleterre et je travaille principalement dans le long métrage. D'accord, ok. Donc, quand on parle de long métrage, ça va être donc des films qui sont un peu similaires à ce que vont faire Pixar. Alors, quand je dis similaire, c'est-à-dire des trucs d'1h30 environ Ouais, de l'animation 3D, quoi. c'est full animation 3D. Je suis pas encore arrivée au niveau Pixar Disney, mais Ouais. ça commence à devenir un peu hollywoodien. D'accord. Ah bon, mais c'est cool, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Ok. Bon, c'est marrant hein, parce que là, de toute façon, la plupart des gens que j'ai interviewés sont un peu dans cette phase-là de 5-6 ans maintenant d'expérience. Donc voilà. Et là, le but, c'est d'avoir vraiment, tu vois, différents parcours. Donc toi, tu es beaucoup plus axé sur le côté long métrage. Il y en avait qui étaient plus sur du VFX ou de la série télé. Ok. Ouais, Et toi, du coup, ce qui est intéressant avec ton profil, c'est que du coup, toi, tu es parti en Angleterre, tu as testé l'Angleterre, et là, maintenant, tu commences à tester le Canada. ouais, j'utilise l'animation comme un prétexte pour voyager. Ah, ok. Le bon plan. Dans les bons points de ce métier. Ouais, non, mais c'est cool, c'est cool. Ok, bah alors, ben, on va commencer du coup par la première question. C'est toi, ben, comment s'est passée ta formation et comment tu l'as vécue? Donc moi j'ai fait la formation de Vienne, au Soleil. Ouais, donc pareil que moi et Calvin. Voilà, un petit photo. Euh, c'est que ce que je n'avais pas prévu du tout, parce que alors, je suis sortie du lycée, je ne savais pas du tout ce que je voulais faire. D'accord. Donc je suis allée dans un salon et j'ai vu de l'art visuel, ça a l'air cool. Mhm. J'ai vu l'idée, mais j'y suis allée. Voilà. Donc j'ai fait animation, donc j'ai fait la prépa, dans la mise à niveau, et après je me suis spécialisée en animation 3D. Donc on est passé par la 2D quand même pour les bases, et après je me suis quand même spécialisée en 3D. Ok. Donc toi, c'est vraiment à travers, à partir de quand tu as su que c'était l'animation 3D et pas la 2D où tu voulais aller? Alors au début, quand je suis rentrée, j'étais vraiment, moi je veux faire de la 2D. D'accord. Parce que j'aimais bien le dessin. J'ai jamais été cador en dessin, mais j'étais quand même un petit peu anti-technologie. Hmm. Mais bon, l'industrie fait que, et le truc c'est que le dessin, j'arrive pas à le garder continuellement Ouais. pour garder les skills, vraiment les compétences à fond. Mhm. Donc quand on a commencé à faire la 3D, au début ça fait un petit peu peur parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, c'est vachement technique. Euh, mais vu comment l'industrie évoluait et que je me trouvais assez à l'aise quand même au final, je suis partie en 3D. Et j'ai mis les premiers jobs et les premiers stages que j'ai eu qui étaient en 3D. Donc naturellement, je suis partie vers la 3D. Ouais. Ok. Donc quelque part, ça a été aussi, bon, on va pas dire ça, mais un enchaînement de conséquences aussi qui ont fait que tu t'es dirigé vers ça, quoi. Ouais, c'est vraiment. J'ai l'impression, enfin, j'ai choisi, mais en même temps, c'est allé comme ça. J'ai un peu suivi le courant. Ouais, ouais, ouais. Ok. Ok, ok. Je suis assez tôt que je voulais faire de l'anime. Dans tout le monde de l'animation 3D, Ouais. m'a quand même attiré dès le début. D'accord, ouais. Toi, dans tous les cas, voilà. Qu'importe la technique, au final, toi, c'était cette spécialité-là vers Ouais. où tu voulais aller. Ok. Ok, ça marche. Et du coup, euh, toi, de ta formation, est-ce que tu penses que c'était intéressant de rester vers un côté généraliste ou pour toi, tu penses qu'il faudrait très vite aller vers le côté spécialiste? Je trouve que c'est quand même utile d'apprendre un peu tout ce qu'il y a autour quand même. Mhm. Ça, c'est un truc que je suis quand même. Donc, je suis assez quand même contente de la formation, c'est qu'on a quand même vu un petit peu, même si c'était pas beaucoup, mais on a survolé un petit peu tout le processus de création de film. Ouais. Ce qui aidait pour déjà comprendre ce que tu as avant, ce que tu as derrière, ce que tu as après, pour savoir où tu te places dans la chaîne, et être attentif à ce que tu fais aussi. Mhm. Mais je trouve qu'il faut quand même savoir ce que tu veux faire pour pouvoir être efficace dans un certain domaine, pour pas se perdre. Ouais. Au début, quand j'étais à l'école, je voulais tout faire. Enfin, je voulais savoir tout faire. J'ai essayé de faire du rig, j'ai essayé de faire la modé, tout en animation, mais c'est très dur de rester au niveau professionnel en tout cas, Mhm. partout. Ouais. Donc, et après, au final, quand tu te fais engager, à part si tu vas dans les tout petits studios, c'est quand même. En cherche, ils cherchent quand même souvent des profils assez précis. Ouais, Pour remplir des postes. ouais, je m'en doute. Euh, C'est intéressant parce que, tu vois, je pense que le côté du coup généraliste, au final, où des fois les élèves vont dire: Ah, ça va pas assez vite, j'en ai marre, moi je veux très vite aller dans la matière,
que je préfère. Mine de rien, donc, ce que tu dis, c'est qu'il y a quand même un apport intéressant, ne serait-ce que pour comprendre au moins toutes les étapes et peut-être même les contraintes, le vocabulaire des autres, quoi. Oui, parce que oui. Après, une fois que tu es dans un job, on te demande beaucoup de choses qui n'ont pas forcément à voir avec l'animation, mais des trucs techniques qui vont permettre aux autres départements de pouvoir fonctionner correctement et que le plan après ne te reviendra pas pour corriger les erreurs qui les empêchent d'avancer eux. Ouais. Donc, c'est le genre de truc que si tu sais déjà les problèmes qu'eux ils vont rencontrer, ça permet d'éviter le plus de perte de temps et de crise de nerfs. Ouais. Ah, mais c'est clair. Ouais, parce que tu te rends compte quand même que des fois, il faut poser des questions, quoi. Hein. Faut poser des questions pour être sûr qu'il n'y a pas d'embrouille, que tout est bien set. Moi, des fois, j'ai l'impression de passer plus de temps à régler à ce que la scène soit vraiment nickel et clean pour tout le processus, plus que d'animer. Ah ouais. Dans certaines prods, ça a été un peu, on te demandait à chaque fois de faire une nouvelle étape de check ou de un certain truc spécifique qui fait que tu dois penser, t'as une liste de choses à penser avant d'envoyer ton plan. Parce que sinon, après, il va te revenir dans la tête. Donc, d'accord, non, mais c'est intéressant, ça, on va l'aborder un peu plus tard, mais voilà. Pourquoi il y a une utilité quand même au côté généraliste. Et puis dans tous les cas, c'est bien de connaître un peu l'ensemble du métier. Après, au final, parce que tu n'es pas sûr que tu vas faire le même truc toute ta vie. Donc, au final, si tu as déjà touché un petit peu à d'autres trucs, ça peut plus tard te dire tiens, je vais revenir à ce truc-là. Ok. Mais tu es d'accord quand même avec le fait que la dernière année, quand même, c'est important de se spécialiser ou même... Je pense que c'est quand même important pour pouvoir plus facilement trouver un boulot après. Au moins pour un stage. Parce que un stage, on va pas forcément te donner 10 000 tâches à faire. Donc, je pense qu'il faut quand même avoir sa petite préférence pour commencer. Ok. Du coup, ça va nous permettre d'enchaîner sur, justement, vers la fin de l'étude. On passe par un projet de fin d'année. Est-ce que toi, le côté projet de fin d'année en mode film, ça t'a vraiment été bénéfique, que tu aurais préféré partir sur quelque chose d'un peu plus focus sur que des exercices? Parce que souvent, les étudiants et les écoles se posent la question de qu'est-ce qui serait le plus pertinent entre faire un film de fin d'année en groupe ou alors faire plutôt des exercices un peu à ce qui se fait sur les animations, sur les Animation Mentor et autres écoles en ligne. Ouais. Alors nous, on n'a pas eu un film entier à faire, ça a duré 30 secondes et c'était enfin 3 mois, donc c'était vraiment, on dit une prod avec pas de budget, c'est un truc, il faut le faire vite et il faut le faire. On nous a pris un peu au dépourvu avec ça. Mais j'ai quand même j'ai trouvé ça intéressant pour vraiment être en situation prod. D'accord. Où vraiment, du début à la fin, tu fais tout le processus. On était en équipe, donc on apprenait aussi à collaborer entre nous. À savoir, en plus, moi, j'ai été élevée à chef de projet, donc je devais un peu regarder un peu tout le monde, et c'était un peu de la crise de nerfs aussi. Mais ça permettait aussi de se tester, comment on travaille ensemble, arriver à gérer le temps, la production. Le métier amène tous les gens qui travaillent en prod, parce que c'est compliqué. Donc c'était quand même vachement intéressant pour s'imaginer un peu déjà dans le monde du boulot, du travail, je trouve. Ok, donc ça reste quand même quelque chose de bénéfique, quoi. Voilà, après passer une année entière dessus. Au final, on a fait que 30 secondes, ça a été que sur les 3 mois dans l'année. Au final, c'était peut-être pas plus mal, comme ça on a pu quand même le reste de l'année continuer à faire vraiment... ça peut être intéressant, de faire un truc, on va dire, divisé en deux avec une partie un peu plus courte, pas passer toute l'année sur le film, mais juste se mettre dans des conditions pendant peut-être 3, 4, 5 mois, et le reste de l'année, tu restes quand même focus. En fait, limite, c'est comme si tu préparais ta spécialité pour faire justement ce dernier exercice ultime. C'est ça. Après, si tu passes une année entière à faire un film, c'est bien, mais ça manque, ça fait que t'as moins de théorie, ça fait que moins de... T'es vraiment dans le vif du sujet avant de travailler, et je sais pas, pour moi, c'est peut-être un petit peu tôt pour faire vraiment que de la prod. Moi, j'ai eu ce feeling-là aussi, hein, donc c'est pour ça que c'était un mal pour un bien au final, ce petit projet de 30 secondes. C'est ça, on était déçus, mais quand même. C'était quand même bien. Alors après, ce truc, c'est que ce film-là, ça m'a pas aidé à avoir c'est pas assez long, on ne s'est pas allé dans les festivals, ça a pas fait du bruit, quoi. Comme certains films, des fois, te lancent ta carrière de suite. Mais bon, c'était quand même une bonne expérience. Du coup, toi, donc, tu as obtenu ton diplôme. Est-ce que à l'heure actuelle, tu pourrais, par exemple, dire ou conseiller, hein. De toute façon, moi c'est ce que je dis à chaque fois au début de chaque interview, c'est que ce que toi tu vas donner, c'est ton point de vue, c'est ton expérience, ça veut pas dire que c'est la vérité absolue, c'est aux élèves après de faire leur propre choix, mais nous on est là pour leur donner des points de vue différents.
toi, dans ton cas de figure, par exemple, est-ce que tu penses que, par exemple, on est en bachelor, est-ce que ça peut être intéressant de partir jusqu'à un master? Ou alors, si on a l'opportunité de travailler dès la 2e année, autant partir sans avoir un diplôme? Tu peux me redéfinir la différence entre bachelor et master? Alors, bachelor, c'est 3 ans. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé les métiers. Ouais. Master, c'est on part sur 5 ans et on a une spécialisation de 2 ans dans un domaine, quoi. Et on aura... C'est pas un master qu'on a fait, non? Non, nous, on a fait 1 an de mana et une licence de 3 ans. Ah ouais, d'accord. Ouais, ok. Alors ça, je pense que c'est très personnel. Ouais. Parce que, moi, j'ai pas ressenti. Enfin, j'ai ressenti quand même que j'ai manqué. Quand j'ai fait mon premier travail, j'ai quand même ressenti que j'avais encore beaucoup à apprendre. Que c'était vraiment les balbutiements de ma technique, quoi. Ouais. Mais passer 2 ans de plus, je sais pas. Ouais. Surtout quand c'est avec le prix des écoles. C'est clair. Donc toi, tu savais que c'était encore un peu bancal, mais au final, de toute façon, t'as très vite après apprendre en entreprise, quoi. Ben, je trouvais qu'en entreprise, on apprend la flèche, ça, quoi. T'es en situation, tu fais ton truc, et bon, après, il faut arriver à suivre. Enfin, ça, c'est peut-être aussi, ça dépend des gens aussi. Hein. Il y en a qui peuvent ne pas suivre le rythme d'une production dès le début, c'est un peu compliqué. Bon, après, t'es junior au début, donc on te passe plus de choses dans le niveau vitesse, quoi. Si tu vas dans une boîte bienveillante, j'ai jamais eu le cas où tu t'es cravaché, mais ouais, 2 ans, ou alors si vraiment t'as un truc en tête que tu veux vraiment t'améliorer vraiment dans cette spécialisation-là, mais il faut vraiment être sûr de soi, quoi. Ouais. 2 ans, c'est long quand même, je trouve. Moi aussi, je trouve que c'est long. Après, c'est vrai que ce qu'ils vont mettre en avant, c'est le fait que tu vas avoir en général quand même des stages durant ces masters, ces 2 années supplémentaires. Tu vas avoir normalement au moins un stage de 6 mois durant le master, voire même une alternance. C'est ce qu'ils essaient de faire. Donc à voir. Mais je suis d'accord, moi je partage ton avis sur le fait que normalement, dès que tu rentres dans l'entreprise, même en fin de cursus de 3e année, ça a été dans le vif du sujet, quoi. Et là, on sait que t'es un junior, on va pas te demander de faire des trucs de ouf dès le départ, on va te former, quoi. Bah ouais, c'est ça. De toute façon, en général, les studios, surtout qu'il y a beaucoup plus de studios maintenant qui commencent à former vraiment les gens qu'ils embauchent pour leur studio. D'accord. Ça a été le cas avec Tinto. Ouais. Ça a été souvent, même à Montpellier d'Or, je crois qu'ils avaient une école aussi. Il y a beaucoup. Ouais. Il y a beaucoup de studios qui je n'ai pas entendu trop d'autres, mais qui aiment bien embaucher les gens de l'école pour après les former en même temps. Ouais. Pour pouvoir les garder. Après, bien sûr, oui. Ils se font leur propre petite équipe qui correspondra vraiment à leur façon de faire. Et est-ce que du coup, toi, par rapport au diplôme, toi, tu as vraiment senti une importance, une valeur par rapport au diplôme que tu as obtenu? Est-ce qu'il t'a servi vraiment? Je ne l'ai jamais montré à qui que ce soit, mon diplôme. À part tes parents, peut-être? Mes parents, ils étaient contents, d'accord. Mais qu'est-ce que je l'ai montré? Non, je l'ai jamais montré. Jamais. D'accord. On me l'a jamais demandé. Le CV, à la limite, mais le diplôme... Ok. Enfin, j'ai jamais eu vraiment à montrer le papier. Donc, ça... Ok. Bon, moi, c'est pareil. Moi, je t'avoue, le diplôme, la seule fois où on me l'a demandé, c'est quand je voulais être prof, en fait. Et on m'a demandé... Ouais, pour montrer que t'avais... Parce que tu rentrais dans un truc académique. C'est ça. Voilà, parce que dans l'académie, les diplômes, c'est important. Voilà. Mais voilà, tu vois, tu soulignes bien un truc, c'est que nous, on n'est pas dans un domaine où c'est très académique, en fait. C'est plutôt, on veut voir, toi, ta technique, tes compétences concrètes. Tout repose sur ce que tu sais faire. C'est ça. Parce que tu peux écrire tout ce que tu veux sur un papier, il y a beaucoup de cas où ça se vérifie pas forcément. Ouais, voilà, c'est ça, clairement. Après, voilà, bon. Ok. Et du coup, est-ce que tu as fait d'autres formations après celle-là, durant ta carrière? J'ai fait un workshop de la formation iAnimate. Ouais. Pendant que j'étais entre 2 contrats, en 2016, c'était. Donc j'étais encore junior, j'étais vraiment sur ma première prod, en fait, je crois. Ouais. Mon premier ou deuxième prod, je sais plus, entre deux prods. Donc j'avais un gros trou de 5 mois. Donc j'ai fait une formation pendant 3 mois sur le lip sync et le facial. D'accord. Qui m'aurait été bénéfique parce que c'est grâce à ce workshop quelque part que je suis au Canada aujourd'hui. J'en reviendrai plus tard. D'accord, ok. Voilà, donc c'était vraiment j'avais un prof qui était donc iAnimate, c'est surtout des profs qui viennent de DreamWorks. Je crois que c'est plutôt DreamWorks iAnimate. D'accord.
Chaque école en ligne a un petit peu ses studios, c'est un petit peu les étiquettes de studio. À Animate, il me semble qu'il y a pas mal de gens de DreamWorks. Peut-être que ça a changé maintenant. Et donc on faisait par contre donc quand je travaillais pas ça m'occupait déjà et ça m'a vraiment permis d'apprendre à analyser une référence, se concentrer sur la performance, on faisait des plans américains américains de genre assis en général. D'accord. Pour se concentrer vraiment sur le facial. D'accord. Ok, donc ça t'a après du coup sur la prod d'après je sais pas si ça s'est traduit de suite dans ma façon de travailler ou quoi, mais je pense que ça m'a quand même appris à mieux travailler. Et le format du coup de cette formation en ligne, toi, ça t'a complètement convenu Mis à part les time zones, parce que c'était en Amérique là-bas, les cours, c'était un peu des cours à 5h du mat. Mais j'ai trouvé ça pas mal. Parce que je ne me vois pas faire ça pendant que je travaille. Parce que en plus, quand j'ai fini ma formation, j'ai commencé ma prod en même temps. J'ai eu une semaine où je faisais les deux en même temps. Et c'était assez intensif. Et faire ça pendant 3 mois, je pense pas que c'est vivable. Ah ouais, c'est clair. En tout cas, il y a quelque part où tu vas être en moins performant, ça c'est sûr. Mais non, c'était quand même vachement... ça a aidé. Et puis c'était des classes on était 9. Voilà, moi j'avais une classe qui n'était pas très grande. Après, s'il y a trop de gens en même temps, ça peut être un peu moins profitable. Ouais, pour les feedbacks et personnalisés, Ouais, c'était pas one-on-one. On était quand même une classe, on était 9, je crois. D'accord. Et comment ça se passe? Donc on avait deux cours en gros par semaine. Et il y avait un cours, c'était des lectures, donc c'était 2 heures où le prof il parlait, il montrait des exemples, enfin c'était des talks en fait. Et un cours, et donc on avait quand même des exercices. Donc il y avait une heure ou deux, je crois aussi, dans la semaine où il regardait le travail des étudiants, il donnait le feedback et il nous donnait un petit peu des infos quoi. Ok, c'est intéressant. Après le reste de la semaine, on travaillait sur les plans. Ok. Alors, je te pose la question parce que là, j'avais une autre interview avec Camille Carceller où elle a expliqué qu'elle était animation mentor. Et là, en fait, les reviews qu'il donnait, les feedbacks, c'était des vidéos préenregistrées où en fait, il prenait ton travail et il s'enregistrait en train de donner des retours en fait sur ton travail et après il t'envoyait la vidéo. C'était pas en live. D'accord, nous c'était un live. D'accord. C'était un live, ouais. Ok, donc encore différent. Ok, très bien. Ça marche. Donc on pouvait poser des questions. En live. Ouais. Donc c'était assez appréciable quand même. Ouais, clairement. Mais alors du coup, toi maintenant avec le recul, est-ce que si tu devais recommencer tes études, tu passerais par le même chemin ou tu aborderais les choses différemment pour apprendre l'animation 3D? Je sais pas, c'était 2 manières d'enseigner assez différentes quand même. Tu veux dire par rapport à genre, faire complètement une école en ligne plutôt que de faire une école? Par exemple, ou mixer les deux, s'arrêter à la 2e année, continuer avec une école en ligne sans le diplôme, j'en sais rien. Je sais que j'aurais bien aimé faire plus de workshops d'école en ligne parce que les profs sont des gens qui travaillent encore. Ouais. Et bon c'est un peu école américaine parce que c'est que des gens de gros studios américains. Donc, mais bon, j'ai quand même bien aimé d'avoir une école présentielle parce que ça fait quand même ambiance école et t'as pas l'impression de... Enfin, t'as quand même ton statut d'étudiant. Je sais pas, étudiant dans une école en ligne, pour moi, c'est un peu bizarre, c'est quand même tout seul chez toi. Ouais. Parce que si tu sors vraiment du lycée et que tu veux faire ça, c'est un petit peu... Ça peut-être que ça convient à des gens, mais je pense que moi, ça m'aurait pas convenu. Ouais, toi, t'avais quand même besoin de l'esprit de groupe, du côté social, en fait, quelque part aussi. Oui, d'avoir l'impression de faire vraiment des études, parce que là, c'est vraiment des cours en ligne. Et je sais pas, ça peut... Enfin, pour des reconversions ou quoi, totalement. Ouais. C'est une fois que tu sais que tu veux faire ça, et tu vas. Mais là, dans l'état où, comme moi, je ne savais pas exactement ce que je voulais faire, faire une école comme l'IDEM, ça m'a quand même permis de me découvrir, entre guillemets, d'explorer plus de trucs différents. Ok. Donc après, à part si tu sais vraiment que tu veux faire de l'animation, t'es lancé dedans. Ouais. C'est sûr que c'est efficace si tu fais tout le cursus, mais qui est quand même assez cher quand même. C'est pas donné non plus, même en ligne. Non, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Tout se paye. La qualité, ça se paye, ça c'est clair. Mais du coup, c'est intéressant parce que toi, tu segmentes en 2 parties, c'est-à-dire la partie où quand tu vas te chercher, tu sors de l'école, tu as envie d'avoir une meilleure idée un peu de ce qui se fait en fait. Donc tu vas aller peut-être dans le format plus physique, école, où tu vas faire aussi des rencontres. Mais après, une fois que tu es décidé, peut-être ça peut être plus intéressant d'aller sur un truc vraiment plus focus, sur une formation en ligne, où tu vas avoir des workshops bien précis, où tu vas développer ta technique, quoi. Ouais, ok, je comprends. Après, bon, s'il y a des workshops en physique comme ça, tant mieux, hein, aussi. Bah ouais, je crois qu'Animation Mentor, ils ont
Enfin, tu peux aller en Amérique et je crois qu'ils ont un local où vraiment ils ont des classes. J'ai vu des photos de classes animation mentor Ouais. où c'était des classes entières. Enfin, j'ai travaillé avec des gens qui avaient fait une classe et tu les voyais en photo. Ils étaient à Los Angeles, je crois. D'accord. Peut-être que cette école-là a un endroit où ils font vraiment des classes. Je suis pas sûre, je sais pas. Ok, ouais, ça peut être cool aussi. Hein. Mais du coup, voilà. Donc là, on a vu un peu donc comment sont passées tes études, comment tu es rentré dans la technique de l'animation. Et ben maintenant, on va passer à la partie après l'école. C'est-à-dire toi, comment tu as trouvé ton premier job? J'ai eu de la chance. Alors, j'avais fait des stages avec l'école. Ouais. Donc j'ai fait un stage en Pologne, j'ai fait avec Erasmus. Et après mes stages de faire d'études, j'ai fait deux stages. On devait en faire un seul, et j'en ai fait deux, je ne sais plus pourquoi. Parce que je crois que le deuxième stage, il était décalé, les mois étaient décalés, ça remplissait pas exactement la fenêtre de mois qu'on avait pour stage. Ouais. Donc j'ai fait un stage un petit peu avant, à Ineffecto à Montpellier. Et après, j'ai été en stage chez Tinto. D'accord. À Valence, pour 3 mois. Et ils m'ont embauché après. Donc j'ai dû quand même repasser un test. Ouais. Ce qui est un peu bizarre, mais donc, j'ai repassé un test et j'ai été embauchée. Et j'ai passé 2 ans et demi. Donc pour le coup, et j'ai un peu gravi les échelons et ça a été ma deuxième école en gros, je trouve. D'accord. Pour vraiment s'insérer dans le monde du travail. Ça a été un bon tremplin. Ok. Et du coup, j'ai pas eu la galère de l'étudiant qui pendant 6 mois envoie des CV et personne lui répond. Ça m'avait fait ça un peu pour les stages, mais là pour le coup, pour le premier boulot, j'ai eu cette chance-là d'être embauchée après mon stage. Mais justement pour les stages, comment ça se passait? Est-ce que parce que je sais que souvent moi les étudiants me posent la question de est-ce que tu as envoyé un certain type de lettre de motivation? Est-ce que tu passais par LinkedIn? Toi, comment tu t'y es pris en fait? LinkedIn, je l'ai utilisé très très tard. D'accord. Enfin, on nous disait de se mettre dessus, donc je m'étais mis dessus, mais je savais pas trop l'utiliser. C'est un peu Facebook pour les pros, c'est un peu bizarre. Non, j'ai envoyé des mails. J'avais les mails, le même modèle pour tout le monde, sauf qu'il fallait que. J'essayais de me creuser la tête, je regardais les boîtes un petit peu, ce qu'ils faisaient. Donc j'essayais de coller un petit peu, de montrer que je m'intéressais à leur boîte. D'accord. Et que c'était vraiment avec eux que je voulais travailler. Ouais. Mais après, ouais, j'envoyais ça à tout le monde. Enfin, moi en plus, comme pour mes premiers stages, je voulais faire Erasmus, donc j'ai envoyé un peu partout en Europe. D'accord. Ah ouais, t'as vraiment. Je voulais beaucoup partir en Irlande, Écosse, tout ça, donc j'avais déjà la volonté de voyager, donc du coup, j'avais envoyé. D'accord. Et c'était marrant parce que j'avais envoyé, je crois que j'avais même écrit dans ma lettre, même si c'est pas payé, je fais un stage, en gros, et que j'ai une boîte en Écosse, non, en Irlande, Dublin, qui m'avait répondu, le gars, c'était le patron, je crois, il m'avait dit. C'est très gentil, mais moi, j'engagerai pas un stagiaire, même si je n'approuve pas le fait de ne pas payer quelqu'un pour son travail. Merci d'avoir. Voilà. Il a fait. C'était un nom en vrai, mais c'était un nom très gentil. D'accord. Bon, c'est cool au moins. Donc, ouais, bon, je recommande pas de te dire me payez pas. C'est quand même bien d'attendre un petit peu de rémunération, même si c'est obligé, des fois. J'ai toujours eu la chance d'être payé pour mes stages. D'accord. Même en Pologne, j'étais pas censé être payé, mais au final, ils ont quand même payé. Ouais, donc, je me rappelle, en Pologne, on faisait du storyboard, quoi, si je me rappelle bien. Ouais, c'est le seul truc que j'ai fait un peu 2D. J'en ai fait du storyboard, on a fait un peu d'anime Toon Boom. Ouais. C'était des petits cycles, des trucs. C'est sympa. Ok. Et du coup, actuellement, maintenant que tu as un peu plus de recul, comment tu t'y prendrais pour chercher du travail? Est-ce que tu utiliseras la même méthode qu'à l'époque ou là, maintenant, tu aborderais les choses de manière différente? En étant étudiante? Ouais. Je sais pas si je ferais différemment. Parce que. Pour moi, c'est toujours les mêmes méthodes. Je vois pas trop d'autres méthodes pour faire ça, en fait. À part, parce que t'es pas connu, enfin, à part que. À moins que t'aies les profs qui peuvent t'aider à décrocher des stages. Ouais. À part envoyer des lettres, je vois pas des emails. Mais est-ce que par exemple. Après, en sachant, enfin, si j'avais su me servir de LinkedIn plus tôt, oui, si tu connais le nom des recruteurs, c'est plus facile. Dans certains cas, c'est plus facile d'aller voir cette personne-là en particulier, de lui envoyer un message. Des fois, c'est plus direct et ça peut aider à se faire voir plus vite. Ok. Mais là, par exemple, toi, sur la manière, en tout cas à l'heure actuelle, donc sans parler par le côté étudiante, toi, à l'heure actuelle, si tu cherches un job, est-ce que tu vas faire des candidatures spontanées ou tu vas vraiment attendre qu'il y ait des offres et là, bam, tu vas rebondir sur l'offre et tu vas juste envoyer un mail en disant bonjour, voilà, je suis Delphine, je suis intéressé par votre offre et voilà. En général, j'attends des offres, je cherche des offres. Ouais. Parce que j'aime pas trop balancer à tout le monde. Ouais.
Je sais que j'avais fait ça pour la première fois que j'ai postulé à Dineg, mais pour le VFX. Et ils m'avaient répondu, mais votre démo, c'est pas du tout du VFX. Donc D'accord. c'était pas approprié, quoi. Ouais. Donc là, maintenant, j'essaie de plus cibler. J'arrive à avoir le luxe de pouvoir plus cibler. D'accord. Ce que je veux. Si vraiment il y a un studio où je veux aller, je vais postuler en candidat libre, mais avec peu d'espoir que ça aboutisse. Donc toi, tu penses que, comment dire, la lettre de motivation ou le mail de contact, là, ça a moins d'importance maintenant de nos jours sur la manière dont tu vas approcher? Il suffit juste de mettre la démo reel et ça suffit? Parce qu'il y en a, si tu veux, qui vont chercher à dire bonjour, voilà, afin de montrer ma motivation, nanani, nana. Ça va être un peu pompeux. La manière ça, c'est très sorti d'école. Parce que je sais que dans l'animation, en plus, c'est très chill, c'est très. Surtout que là, au Canada, on te tutoie. On ne te connaît pas, mais on te tutoie. Donc, voilà. D'accord. Mais bon, après, ça dépend si c'est en anglais aussi ou en français. Mais c'est vrai que les mails, en général, c'est très relax. Donc, c'est pas je vous prie d'agréer, mes sentiments distingués. Ça, c'est. Sur les motivations, tu le mets parce que t'es français, mais c'est un petit peu pompeux, ouais. Alors, vous, ça va ressembler à quoi un peu? Si t'as un exemple en tête, hein, bien sûr. Comment j'aborderai le mail? Ouais. En gros, que je suis animatrice 3D et que je suis libre. Enfin, que je donne mes disponibilités. Ouais. Et voilà, j'envoie pas forcément ma démo le premier email. D'accord. Enfin, ça dépend. Ça dépend. Je sais que pour Sony, j'ai postulé à Sony. Mais à Sony, j'avais réussi à avoir l'email de la recruteuse parce que c'était plus facile. Parce qu'il y a beaucoup de trucs, c'est que ça dépend des studios, mais si tu postules directement sur le site, t'as aucune chance d'être pris parce que c'est beaucoup du réseau aussi. Ouais. Donc, si tu connais personne dans la boîte ou si tu connais pas le mail de la bonne personne, pour se mettre en valeur, c'est très compliqué. Okay. Donc, dans ces cas-là, j'ai juste dit est-ce que vous embauchez déjà? S'il y a pas d'offre, si je vois pas d'offre clairement sur un site ou quoi. Et après, selon la réponse que j'ai, si on me demande d'envoyer ma démo, j'envoie ma démo. Ah, ok. Ok, donc toi tu viens, tu te présentes, donc tu arrives à récupérer, par exemple, voilà, dans le cas de Sony, en tout cas, tu as parlé directement à la recruteuse. Tu as donné toi tes disponibilités, tu dis voilà, moi je suis animatrice, je suis dispo dans ça. Est-ce que vous recrutez? Oui, non, oui. T'envoies la démo reel, et après, si le niveau est intéressé, vous passez à l'étape supérieure. Voilà, enfin, j'essaie pas tout juste de leur balancer ma démo reel. Prenez-moi. D'accord, ok. Mais après, c'est parce que j'ai un peu d'expérience, donc j'ai pas besoin de me vendre à tout prix, quoi. Enfin, je me vends, mais avec un peu plus de subtilité qu'au début, je pense. J'essaye, en tout cas. Ok. Non, mais c'est important, hein, c'est important de, comme tu dis, ça va montrer un peu l'image que tu dégages, quoi, dès le départ. Ouais, faut pas être désespéré, faut pas avoir l'air désespéré non plus. Ouais. Mais, ouais, c'est un degré à trouver. Je comprends. Ok. Après, si tu réponds à une annonce, il faut envoyer ça des bruits. Oui, ça c'est clair. Faut quand même montrer parce qu'après, ça dépend aussi si ça dépend de qui t'as en face. Si t'envoies rien, ils vont juste te dire bon, c'est pas assez important, t'as pas ce côté. Ouais, non, c'est clair. Sachant que le recruteur, il envoie tellement par jour. C'est clair. Voilà. Il n'est pas content. Je sais que je me rappelle que mon stage, j'avais postulé à Cartoon Saloon pour un stage et on m'a répondu 3 mois après. Après que mon stage soit fini. Waouh. Ok. J'étais là, waouh. Bah, ils m'ont répondu quand même. Mais pour dire non, mais ils m'ont répondu 3 mois après. et ça, c'est. Ouais. Et du coup, est-ce que tu passes maintenant par des plateformes spécifiques ou là, ça va être vraiment au niveau du réseautage que tu vas chercher les contacts Plus ça va, plus c'est du réseautage. Ouais. Au début, j'en avais pas. Donc, je sais que pour venir en Angleterre, j'ai répondu à une annonce. Et j'ai eu la chance d'être prise. C'est ça qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier pour le long métrage déjà. D'accord. Et après, c'était beaucoup de la coïncidence et du timing. D'accord. Pour aller travailler dans le projet d'après. J'étais au bon endroit, il y avait la bonne personne qui essayait de recruter des gens. J'ai pu la rencontrer direct. C'était beaucoup du réseautage là, quoi. D'accord. Et quand tu disais, par exemple, en Angleterre, tu as vu l'annonce, c'était quoi? Sur un Facebook? C'était sur LinkedIn Alors, je crois que c'était sur LinkedIn. Parce que la boîte est très petite, donc je suis pas allée sur le site directement, c'est sûr. Ok. Donc, ouais, ça devait être sur LinkedIn. Je crois que je commençais un peu à maîtriser LinkedIn. Tu commences à y aller plus souvent et que tu vois des annonces. Ouais, franchement, ça, c'est ce que je dis aux étudiants. Les étudiants, sur LinkedIn, maintenant, ça devient vraiment... Au lieu d'aller sur Facebook, tu vas sur LinkedIn. Voilà, c'est ça. C'est que tu as vraiment une page maintenant où l'entreprise va pouvoir poster ses offres d'emploi. Enfin, voilà. Si vous voulez chercher des annonces maintenant, il peut y avoir aussi LinkedIn qui peut grave vous aider là-dessus, quoi. Enfin, je sais qu'en général, je regarde pas LinkedIn tous les jours, mais au moment où je commence à me dire je vais chercher du travail, là, je commence à y aller, à éplucher un peu tout mon feed tous les jours.
Et en général, il y a quand même pas mal d'annonces qui sont Ouais, en postées. plus, tu peux même maintenant te créer des alertes d'emploi sur LinkedIn. Tu vas dire, par Ah oui, exemple, ouais. tout ce qui Le est en hashtag rapport avec... open to work. Voilà, ou non, et t'as ça, mais t'as aussi maintenant, en fait, tu peux te créer je crois que t'as la barre emploi dans LinkedIn maintenant, et quand tu vas dessus, tu vas mettre par exemple animateur 3D, et tu vas être notifié dès qu'il y a une annonce animateur 3D qui va sortir. Ah bah tu vois, ça m'aidera peut-être. Ah ouais, ça c'est Ça, super je cool. savais pas. Ouais, Je ouais. savais pas. Ah, ils ont vraiment poussé le moteur maintenant, ben, c'est comme si tu cherchais sur Indeed ou d'autres trucs comme ça, pour le BTP ou ce genre de choses, mais maintenant t'as ça sur LinkedIn, quoi. Ok, bah cool. Waouh. Voilà. Ouais. Ouais, non, mais LinkedIn, c'est une très bonne plateforme. Et je sais qu'au Canada, en général, ils recrutent beaucoup par là. Parce que moi, on parlait que sur LinkedIn. Pour la session de recrutement, avant de faire les mails, c'était du LinkedIn. D'accord. Bah alors justement, ouais, comment ça se passe maintenant que t'as vécu ça? Comment ça se passe en général les phases d'entretien, les phases de recrutement? Toi, tu les avais, ça se passait en quelle étape de ton côté? Euh, en général, il y a l'échange de mails d'abord. Et après, il regarde ta démo ou pas. Ouais, Et après, si t'as quand tu arrives à avoir une interview, en général, c'est un très bon signe. d'accord. Ça veut dire que normalement, tu es dans la dernière étape pour te faire engager. Parce qu'après, là, jusque-là, les interviews que j'ai eues, pas toutes, mais les dernières interviews que j'ai eues, c'était c'était eux qui se vendaient pour que je vienne. Ah ouais, C'était plus pour. Ils savaient j'étais dans la liste de ceux qui voudraient bien embaucher. Mais ils voulaient quand même, évidemment, ils voulaient voir en personne qui c'est qu'ils avaient en normal. face, parce que les échanges de mails et tout ça, t'as aussi besoin de voir la personnalité de la C'est personne. normal, ouais, bien sûr. Voir si c'est quelqu'un avec qui tu peux travailler, ou si c'est vraiment quelqu'un de c'est pas très sport, ou voilà. Ouais. Voilà. Après, des fois, il y a des tests. Là, je n'ai pas fait. Ça fait moins que j'en fais plus. Le job d'avant, j'avais failli en faire un, au final, je n'ai pas fait. Et ça ressemblait à quoi en général les tests que t'as eu à faire? C'est le seul test que j'ai, à part celui de Tinto, le seul test que j'ai fait, c'était on te donne un audio et on te dit, bah, tu prends un personnage. Là, il disait, tu prends un personnage gratuit. Il m'avait demandé de prendre Mary de l'époque. Mhm. Et tu fais un acting par rapport au son que t'entends. C'était un truc de 6 secondes, je crois. D'accord. Ouais, bon, ça peut être quand même un petit challenge, hein. Ah ben je crois que j'avais 2 jours pour le faire. Ils essaient de te D'accord. tailler. Après, ils te taillent, ils peuvent pas savoir vraiment si t'as mis 2 jours, mais ils te demandent de le faire en 2 fois 8 heures. Une D'accord. journée de travail, des vraies journées de travail, quoi. 2 fois Ouais. 8 heures. Ok, ok. Et après, c'est comme ça qu'ils peuvent se baser selon le résultat que tu donnes, par rapport à au niveau de production, Hmm. si tu peux être Ok. dans le challenge. Ok, ok. Non, mais en tout cas, c'est intéressant le côté où tu dis que il y avait des fois où les entreprises te demandaient carrément, voilà, enfin, ils te disaient, bon, voilà, chez nous, c'est comme ça que ça se passe, chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Voilà. Bon, après, peut-être ils vont, comme tu dis, te poser des questions, mais il n'y a pas donc, des fois dans les classiques, on peut voir quelles sont vos forces, quelles sont vos faiblesses, pourquoi avoir. Ça, j'ai jamais eu. Alors, moi, le truc, c'est que j'ai pas fait beaucoup. Je crois que j'ai fait en tout 3 entretiens. D'accord. J'en ai pas fait des masses. J'ai réussi à chaque fois à pas avoir besoin de faire 10 000, 10 000 entretiens. Ok. Mais j'ai jamais eu de questions pièges, vraiment. Hmm. Souvent, c'était on te présente le projet, Ouais. ou pas, parce que des fois, ils peuvent rien te dire. Là, j'ai été embauché 2 mois avant, je crois, de venir, et je savais pas vraiment sur quoi j'allais bosser, parce qu'on m'a dit vite fait l'histoire, on pouvait pas rien me dévoiler. Mhm. Et après, ouais, ils te demandent un petit peu ta façon de travailler. Des fois, on te demande sous quel quota tu as déjà travaillé, Ouais. sur ta dernière production. Ouais, comment tu te sens en équipe. Enfin, ouais, c'est des questions. Après, quand ils vont te poser la question, ta façon de travailler, c'est-à-dire quoi, ton workflow On m'a déjà demandé mon workflow. D'accord. Si je travaillais en blocking, si je faisais vraiment blocking, spline, polish. D'accord. Si je faisais mes pauses bien. Enfin, Hmm. ça, on me l'a déjà demandé. C'est pas systématique. D'accord. Ok. Ok, ok. Bon, ça va, ça rassure. On est loin quand même des clichés qu'on peut avoir, qu'on entend souvent, nous, dans les conseils de préparation d'entretien. Hein. Voilà tes conseils sur force, faiblesse, pourquoi cette entreprise. Comment dire. On va aussi souvent conseiller aux étudiants, en tout cas ceux qui vont faire l'entretien, de aussi avoir des questions à poser. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le projet pour montrer que tu es proactif aussi, tu vois. Ouais, ça c'est la partie où je suis jamais très douée. C'est bien quand même de poser des questions. Faut pas en poser non plus 10 000, mais au moins une. Ouais, voilà. Souvent c'est vers la fin de l'entretien qu'on te demande quelque chose à rajouter, c'est un truc à dire, et c'est là que souvent j'ai du mal, moi. Mais bon, il y a toujours quelque chose à trouver, hein. Surtout que si jamais on t'a pas dit grand chose sur le projet, tu peux essayer de grappiller les infos, tu vois. Ouais.
Et au pire, on te dit, on peut pas te le dire. Voilà, t'as posé ta question. Ouais, voilà, t'as posé. Ouais, parce que je pense à un moment, tu sais, c'est toi aussi, enfin, faut que tu saches vraiment si ça va vraiment te plaire, si tu vas vraiment kiffer, parce que tu pars des fois sur des périodes d'engagement de plusieurs mois, quoi. Donc, Ah oui, c'est pas rien, hein. Faut être sûr quand même que tu vas prendre du plaisir à le faire. Je pense que c'est bah ouais. important. Ok, ok. Est-ce que toi, tu as, comment dire, été amené à faire du freelance? Non, parce que j'ai peur du freelance. D'accord, C'est un truc, donc je me sens pas prête à faire ça en fait. d'accord, ok. C'est purement au niveau administratif en fait, que ça me fait peur. Ah ben ça. Non, mais ça, oui, faut pas se mentir, hein. Il y a de l'administratif, hein, ça. Et que j'ai l'air ordonnée, mais pas tant que ça. D'accord. Et ouais, il faut vraiment être très autonome. Et j'ai un certain degré d'autonomie, mais peut-être qu'un jour je le ferai quand j'aurai assez de confiance, tu vois. D'accord. Mais je sais que ça peut être un bon moyen de plus facilement combler les trous entre les prods aussi. Bah ouais. Bah après, c'est vrai qu'il y a un côté quand même aussi. Bon, quand t'as de l'expérience, c'est un peu plus facile, mais c'est vrai qu'il faut savoir négocier aussi ses tarifs. Faut faire de la facturation. Va falloir que tu crées ta facture, que tu fasses des devis. Ouais. Voilà. J'ai du mal à négocier des salaires, alors tu vois, Ouais, négocier. voilà. Comme je vois souvent que les freelances, il faut aller courir après les clients pour se faire payer déjà. Ouais, des fois, ouais. Des fois, faut faire des relances parce que, ben, même moi, hein, tu vois, ça a déjà pris du temps. Ça prenait des fois plus d'un mois et fallait relancer pour dire, oh, moi, là, je vais être payé parce que sinon. Moi, ça va remettre en cause après nos futures missions. Si à chaque fois ça doit mettre 1 ou 2 mois. Et c'est vrai que ça, c'est pas tout le monde qui est à l'aise pour aller voilà, taper derrière le client, quoi. Donnez-moi des sous. Ah ouais, mais c'est ça. Ben, à un moment, faut manger, quoi. Bah ouais. Donc ouais, donc je pense que déjà que animateur c'est stable sans l'être, Ouais. c'est pas hyper stable comme métier. Ouais. Freelance pour moi c'est encore plus instable. D'accord. Donc Mais pour moi c'est un petit peu trop. Toi, t'es quand même passé par le statut aussi intermittent du spectacle, si je me rappelle. Oui, bon après quand t'es en France t'es un petit peu obligé en animation. C'est très dur d'avoir des CDI. Ouais. J'en ai pas vu. D'accord. Après bon, j'ai fait qu'un seul studio en France, donc j'ai pas immensément d'expérience avec l'intermittente au final. D'accord. J'en ai fait pendant 2 ans et demi, j'ai été intermittente et après je suis partie en Angleterre et il n'y a que en France qu'il y a l'intermittence. Ouais, donc dans les autres pays, c'est totalement différent. C'est vraiment du contrat. Ouais, c'est du contrat salarié. T'as 3 mois si t'es viré ou quoi, t'as 3 mois de chômage. Et puis, ouais. D'accord. Il n'y a pas ce statut spécifique purement français. Ouais, il n'y a pas un truc où tu vas cumuler. Après, quand tu travailles plus, t'as les sous qui tombent, quoi. Non. Ok. C'est un luxe qui n'existe pas ailleurs. D'accord, donc ailleurs, tu travailles, t'as 3 mois, et après, il faut que tu trouves quelque chose au bout de ces 3 mois, sinon. Ouais, bon, ça c'était en Angleterre. Je sais que c'était 3 mois. Après, peut-être ça change dans les pays. J'ai pas regardé le Canada, ce que c'est exactement. Ok. Mais oui, c'est un statut de salarié, normal, Ouais. contrat. Ok. Ça, t'as pas besoin de t'inscrire, de faire des heures et tout ça, ça n'existe pas. C'est bien, mais au moins ça permet de relativiser, tu vois, de voir que, ok, en France, quand même, on n'est pas si mal lotis, hein, sur certains points. On est bien lotis, c'est juste compliqué des fois pour toucher ça. Ouais. Je sais que je redoute un peu le retour en France pour devoir se réinscrire à Pôle emploi, pour refaire valoir ses heures. Ouais. C'est un stress supplémentaire, même si, bon, c'est quand même une aide considérable. Ah, faut pas négliger, hein, surtout que t'as cotisé pour ça, hein, donc. Non, moi je suis partie en Angleterre, j'ai perdu tous mes droits. Ah. Parce que avant on pouvait les geler et maintenant on peut plus. Avant tu pouvais les geler pendant 3 ans. D'accord. Et quand tu reviens 3 ans après, tu peux les débloquer. Il a toujours des droits. Ouais. Et t'as toujours si t'as des sous qui te restent, Tu peux les avoir. récupérer plus tard. Ouais. Mais maintenant apparemment c'est plus le cas. Ok. Donc j'avais 3 ans accumulés, partie de Bon, c'est pas grave, t'as fait 3 ans ailleurs, t'as gagné. Ouais, bon après je suis pas mort de faim, hein, c'est juste que c'est mineur. L'administration, quoi. Ouais, voilà, l'administration, c'est ça. Et d'ailleurs, toi, quand tu as débuté en tant que junior, est-ce que il faut être vraiment bon? Après, maintenant, je pense ta réponse va être assez similaire aux autres, mais je veux quand même avoir ton avis. Est-ce qu'il faut être vraiment prêt à tout quand tu débutes en tant que junior, quitte à faire des heures sup de fou, à avoir un salaire qui est beaucoup plus bas que ce qu'on le pensait? Moi, je sais que faire des heures, ça a toujours été. Au début, je me disais, il faut prouver que je peux le faire. Ouais. Et j'avais toujours l'impression d'être en retard ou de ne pas arriver à faire dans les temps ce qu'il faut faire. Donc, j'ai fait des heures sup beaucoup au début. Après, j'en faisais pas non plus. J'avais des limites physiques, donc je n'en faisais pas. Je restais pas jusqu'à minuit. Ouais. Mais c'est un peu compliqué comme
comme truc, parce que plus ça va, plus dans l'industrie, on commence à essayer de réguler ça. D'accord. Parce que les heures sup, comment dire, ça empêche de savoir ce dont l'équipe est vraiment capable dans le temps imparti avec le budget imparti. Ouais. Si tu commences à faire des heures sup qui sont pas forcément payées en plus, Ouais. c'est rare qu'elles soient payées. Ouais. Mais que au final, pour arriver au même produit, bah, il aura fallu plus d'heures que ce qui était prévu à la base. Ouais. Et ça encourage les entreprises à faire ça, à faire toujours demander plus pour pas plus de sous. Ouais. Ouais, et puis même. Et après, ça fait des plannings impossibles à tenir. C'est ça, parce que comme tu dis, ben, d'un point de vue après data, ben, ils sauront pas vraiment qu'est-ce qui est faisable ou qu'est-ce qui n'est pas faisable. Mais ouais, ça fausse tout le. Après, on va donner le même montant de budget pour faire un film avec le même montant de temps, mais tu auras besoin de 2 fois plus de temps parce que en vrai, c'est ça qu'il faut, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour faire un truc de qualité, quoi. Je comprends. Et ça, c'est le problème de certains studios. Il y a des studios qui essayent moi, j'ai toujours la chance de tomber sur des studios qui essayaient de payer les heures déjà sup. D'accord. C'était pas tout le temps. Bon, en général, quand tu payes, là, ça fait 2 fois que je tombe sur un studio où quand tu vas faire des heures sup, il faut les avoir approuvées d'abord. D'accord. Donc, tu dis, je vais faire des heures sup cette semaine, tant d'heures, et après, on te l'approuve ou pas. Si on te l'a pas approuvé, si tu fais des heures sup, tu seras pas payé. Sinon, on te les paye. Après, Ça, c'est cool. C'est cool, je trouve, parce qu'au moins, ça essaye de réguler les choses, quoi. Pas qu'il y ait des débordements. Ouais, ils essaient de faire ça. Je trouve que, je vois ça de plus en plus, en tout cas dans les boîtes. J'ai entendu des histoires sordides de gens qui sont coincés, surtout dans les VFX où on te fait rester jusqu'à minuit, on te paye le repas le soir, tu vois, pour te faire croire. Ouais, mais c'est quand ça commence à faire ça, c'est pas très très bon. Parce que ça prouve que déjà tu vas le faire, tu vas rester jusqu'à minuit. Ouais. Et ouais, c'est pas joujou. Ouais, et après t'as tout le monde qui est crevé. Et c'est pas bon mentalement. Ouais, non, mais c'est clairement. Mais d'ailleurs, justement, en parlant de mental, après, à toi de me dire hein, si ça te va d'en parler, mais est-ce que tu as dû passer des fois par des burn-out ou un stress ou que tu as eu du mal à gérer? Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles dans ta carrière à ce niveau-là? J'ai jamais fait de burn-out. Je suis pas allé jusque-là. Ok. Après, j'ai jamais travaillé jusqu'à minuit. J'ai fait jusqu'à genre 22 heures ou ça, mais j'ai toujours eu des limites que je m'imposais. D'accord. J'ai jamais eu le couteau sous la gorge déjà. Ok. Pour faire ce genre de truc. Et après, je sais que moi, je me mets de la pression beaucoup toute seule. Okay. Surtout en télétravail, parce que t'as personne pour te dire, hey, ça va, arrête. Donc des fois, tu travailles, tu te rends plus compte de ce que tu travailles. D'accord. Mais non, j'ai jamais fait de burn-out. Ok. Et jamais tu as été aussi en mode déprime où t'avais plus envie, t'étais dégoûté de l'anime ou... Dégoûté de l'anime, non. Okay. Il y avait des moments où vraiment t'as plus envie de faire ce plan qui te revient 10 fois dans la tête. Bon, ça c'est normal. À un mais moment, ça c'est de la prod. Ouais. Mais non, j'ai jamais été dégoûté. Jusque-là, non. J'ai jamais été dégoûté. Bon, mais ça c'est cool. Ok. Non, franchement, je sais pas si j'ai réussi à choisir les bonnes boîtes ou si juste, j'ai jamais eu de mauvaise expérience de ce côté-là, en tout cas. Ouais, mais non, mais peut-être que tu vois, au fur et à mesure, les boîtes ont réussi justement à améliorer un peu leur management pour faire en sorte que vous soyez restés tous impliqués, motivés et pas vous aspirer toute votre motivation petit à petit, quoi. Ouais. Enfin, surtout là, les boîtes où j'étais, vraiment, c'était axé sur la santé mentale et tout. Il y avait D'accord. Tu pouvais appeler, ils avaient un psy. Genre Jellyfish en Angleterre, ils avaient un psy, une ligne de psy que tu pouvais appeler, qui était payée par la boîte. Si vraiment t'étais au bord du ouf. Ouais. Ok. Ouais, c'est cool ça. Ok. Ah ouais, non, c'est. Après, ça dépend des cultures aussi. En France, j'ai pas trop d'expérience en France. Ouais. Ce genre de truc. Moi, dans le jeu vidéo, je sais que c'était aussi sur le confort physique qu'ils essayaient de travailler. Donc, on nous donnait par exemple des yoga balls pour le dos, ou alors il y avait quelqu'un qui était là pour, par exemple, nous dire, est-ce qu'il y en a qui ont besoin d'un renfort lombaire dans le dos? Donc, ils nous commandaient des renforts lombaires. On avait un moment aussi la semaine du bien-être. Donc ça, c'était une fois dans l'année. Il y avait la semaine du bien-être où il y avait une masseuse qui venait et tout. Ça, c'était trop cool. Donc ouais, il y a des choses quand même qui existent. Ouais. Mais je pense que ça dépend des boîtes et de la culture d'entreprise. Ouais, et j'ai l'impression qu'il y a aussi de la différence entre animation, VFX, jeux vidéo. Ouais. C'est aussi pas la même mentalité, je pense. Je trouve que moi, j'ai toujours testé que de l'animation. Ouais. Mais des échos que j'ai eus, c'est souvent plus pressurisant, on va dire, en tout cas, les jeux vidéo et le VFX que l'animation. D'accord, ok. VFX, je ne connais pas trop, je t'avoue. VFX, c'est là où tu lis le plus d'histoires affreuses. D'accord, ok. Après, c'est que des trucs que j'ai lus. Hein. J'ai jamais connu des gens qui ont vraiment... En VFX, un petit peu, mais...
La personne que j'ai interviewée la dernière fois, ouais, celle avant toi, elle a fait du VFX et effectivement, en fait, ça demande un tel détail dans l'animation pour que ça soit réaliste, crédible, que des fois, ouais, ils vont être très 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 exigeants. Après voilà, hein, ils se plaignent pas, ils adorent ça parce qu'ils vont vraiment au fond du sujet, tu vois. Ils vont vraiment comprendre le chaque pourquoi du comment, pourquoi il y a ce muscle qui se contracte, pourquoi. Et des fois aussi, par exemple, elle avait travaillé sur le Roi Lion en version réaliste. Ouais. Elle me disait le Roi Lion, le problème c'est que tu peux pas bouger comme tu veux, tu sais, les yeux, les paupières, les trucs comme ça. Donc en fait, ta marge de manœuvre pour montrer des émotions avec le faciès, c'est très limité. Et donc. Oui, et que oui, moi j'ai un ami aussi qui a travaillé sur le Roi Lion et il me disait si on mettait des clés sur les sourcils, il nous les enlevait. Voilà. Donc, Voilà. après, c'était le choix, ça c'est un choix artistique, ça. Ouais. C'était un choix du réel. Mais du coup, il va y avoir beaucoup d'allers-retours, beaucoup, j'ai l'impression des fois même plus que de l'animation basique, tu vois. Bah, tu dois, bon, enfin là, le Roi Lion c'est différent, mais dans le VFX, t'as aussi le côté live action, qui est plus cinéma, donc c'est deux mondes aussi différents, qui sont ensemble, mais t'as les contraintes du live action. Des fois, il faut qu'ils fassent des reshootings, donc ils vont te renvoyer des plans que t'as déjà fait, mais non, ils vont les refaire. Ouais, c'est. Purée. Moi, je trouve que ça a l'air plus contraignant le VFX à ce niveau-là, en tout cas. T'es un peu tributaire de ce qu'on t'envoie en live action. C'est ça. Bah ouais, non, mais c'est vrai, c'est une réalité. Hein. C'est une réalité. Après, pour le jeu vidéo, moi, je t'avoue que. Oui, c'est vrai que tu es tributaire des règles du jeu, du game design. Mais quand même, on essaye de faire en sorte que tout soit carré, tu vois. Par contre, c'est vrai que tu vas pas avoir. On va pas te donner un plan et on va te mettre un storyboard et tu vas animer comme tu veux, tu vois. Ça va être plus le côté cinématique. Mais sinon, effectivement, tu vas devoir répondre à des contraintes en disant ben voilà, quand moi j'appuie sur le bouton, il faut que l'animation elle se déclenche en moins d'une seconde pour que ça soit réactif par rapport à la touche que j'ai faite. Ou alors, tu vois, quand je vais faire tel saut, il faut que mon perso il aille à telle hauteur maximum, ou quand il se déplace, il faut qu'il fasse telle foulée. Oui, mais t'as le côté interactif avec le joueur. C'est ça. Voire même des fois. Une autre dimension. Voilà, c'est ça. Et tu vas voir des fois même par rapport au moteur de jeu, tu vois. Donc par exemple, il faut que ton perso il soit orienté là parce que quand tu vas lancer la commande, après ton animation, elle va se mettre par rapport au point de pivot, il va s'asseoir sur cette chaise. Si tu as mis le point de pivot de tant de degrés, mais là il va rentrer dans la chaise, tu vois. Ouais. Voilà. Donc c'est vrai que des fois il peut y avoir plus de contraintes. Mais j'avais pas la pression des quotas comme il y avait dans la série. D'accord. Donc ça dépend. Moi, la série c'est quota, oui. Je pense que chacun a ses avantages et inconvénients, quoi. Oui, bah c'est vraiment des trucs, c'est ça qui est intéressant aussi si tu veux tester, quoi. C'est ça. Tu peux tester plusieurs façons de procéder dans le même métier, donc c'est ça qui est pas mal aussi. Ok. Et toi, est-ce que tu penses du coup que pendant la période de Covid, il y a encore moyen de trouver du taf ?